rare, Dieu merci. Enfin bon. Donc le Brésil, le Chili, l'Argentine, c'est très fréquenté, les Amériques aussi. Mais je vous emmène d'abord au Brésil et vous verrez qu'on va y retourner à plusieurs reprises. Alors, la première histoire que je vais vous raconter est tout à fait charmante. Je dirais même que c'est poétique. Alors, ça arrive à un brave commerçant brésilien qui s'appelle Antonio Pao Ferro. Et celui-là, quand il a fini de tenir sa boutique, adore aller cultiver son jardin, ou alors, avant d'aller à son magasin, adore aller voir son petit coin de terre. Et alors, son petit lopin de terre se trouve dans un lieu paisible, qui se trouve non loin de la ville de Garanhuns où il habite. Et il cultive avec amour dans son petit lopin ses plants de tomates, ses petits maïs et tout ce qu'il faut. Et puis, cet homme jardinier, un petit jardinier qui cultive ses plantes avec amour, va pas être déçu. Le 10 septembre 1965, il est 8h30 du matin, il s'est rendu sur ses terres et il bine son plant de légumes tranquillement, quand tout à coup, il entend un bruit qui le fait se redresser. Et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit, descendant des cieux, deux petits objets circulaires, d'éclat métallique, qui vont tranquillement venir se poser à peu près à 8 mètres de l'endroit où il se trouve. Alors, quand on l'interrogera, quand les ufologues l'interrogeront ensuite, il dirait que ça avait à peu près 1,50 m de diamètre pour une hauteur de 80 cm. Le voilà bien surpris, mais c'est rien en comparaison de ce qui l'attend. Puisque des deux soucoupes vont toucher... Alors d'abord, les deux soucoupes vont toucher le sol simultanément, une petite porte va s'ouvrir et vont descendre des êtres absolument fascinants. Ils sont tout petits, hein, ils sont vêtus de combinaisons moulantes d'une seule pièce. Et une fois qu'ils ont sauté des engins, alors qui étaient descendus simultanément avec une synchronicité parfaite, les deux engins vont remonter pour se mettre en sustentation quelques mètres au-dessus du sol, pendant que les deux petits êtres, qui mesurent entre 70 et 80 cm, et où il n'y a pas que des géants, vont immédiatement se précipiter vers le jardinier. Alors l'autre, en voyant arriver ça, il est complètement terrifié, il s'accroche à une branche d'arbre et il se demande ce qui va lui arriver. Il n'en croit pas ses yeux, mais il a très peur, hein, le pauvre homme. Constatant probablement l'état de terreur du pauvre jardinier, du coup ils font demi-tour. Et ils retournent exactement à l'endroit où ils étaient descendus de leur vaisseau qui suspend toujours au-dessus d'eux. Et de loin, donc à 8 mètres, il regarde le pauvre jardinier, terrifié, d'un air tout à fait affectueux. Mais sympa, vraiment sympa. Alors peut-être ne veulent-ils pas l'effrayer davantage, et du coup, voyant qu'il a l'air un peu plus détendu, il commence à revenir dans sa direction. Pour distendre peut-être l'atmosphère et l'ambiance, l'un des deux va cueillir une ravissante tomate, une bonne vieille tomate, dans le plant du légume, et va la montrer à son compagnon, qui va beaucoup s'intéresser à la tomate, et ils vont jouer avec la tomate, ils vont se la lancer. Alors évidemment, c'est très détendu, et le jardinier, du coup, se sent un petit peu mieux. Et quand on l'interrogera, il les a vus de très près, hein, ceux-là ne l'ont pas touché, mais il les a vus de très près, et il dira qu'ils avaient des têtes, des corps et des membres parfaitement proportionnés, qu'ils avaient l'air parfaitement humains. Mais alors ils avaient une particularité, c'est que leur peau était lisse, mais lisse, aucune ride. Par exemple, vous voyez aux jointures, nous avons des plis. Eh bien, les mains, il a pu observer que les mains de ces petits êtres étaient dénuées de tout pli. C'était absolument étonnant. Ils vont être très souriants, et puis d'un seul coup, eh bien, ils vont repartir comme ils sont venus, vers leurs petits vaisseaux qui entre-temps sont descendus. Ils vont monter dedans, et puis les vaisseaux vont s'envoler en produisant un grand souffle qui va agiter les plants de maïs tout proches. Alors évidemment, le pauvre jardinier a du mal à s'en remettre. La première chose qu'il va faire, il va courir chez son voisin, qui s'appelle Oligario da Rocha, qui est agriculteur, et en bredouillant, bégayant, il va raconter son histoire. Et du coup, ça va se savoir dans le village, et il y a un ufologue brésilien qui est assez connu, qui s'appelle Buller, qui va se déplacer personnellement pour enquêter,
et pour interviewer, évidemment, recueillir le témoignage, en tout cas, du jardinier, et puis également du voisin agriculteur qui va témoigner qu'effectivement, quand il est arrivé chez lui, il était, pour ce monsieur Edras noir, eh bien, il était devenu tout jaune-gris. Ça veut dire à quel point il était pâle, il tremblait sur ses jambes à tel point qu'on lui a donné une chaise pour pas qu'il tombe par terre, et que le voisin en question dit qu'il n'avait jamais vu son voisin dans cet état-là et qu'il avait dû visiblement se trouver confronté à une situation inhabituelle, parce que d'habitude c'est un homme qui a la tête sur les épaules et qui ne se laisse pas impressionner comme ça. Donc voilà cette histoire. Alors il y a des voisins quand même qui ont été interviewés dans le cadre de l'enquête, et certains voisins diront qu'effectivement, à l'heure dite, le jour dit, ils ont entendu comme un bourdonnement et des sifflements. Donc ils n'ont rien vu, mais ils ont entendu. Alors il y a des petits êtres, parce que souvent on n'en parle pas des tout petits, mais vous allez voir que c'est pas fini. Et Isabelle, une question, est-ce que les deux entités ont mis la tomate avec Non, pas du tout, je crois pas. Non, ils ne sont pas partis avec la tomate. Mais ils auraient pu, hein, mais il n'y a pas de précision là-dessus, mais je crois pas. Alors, je vous ramène dans l'état de Sao Paulo, cette fois-ci, au Brésil encore. Et là, c'est un cheminot. Et vous allez voir parmi les histoires que je vais vous raconter qu'il y a beaucoup de cheminots qui sont concernés par des rencontres rapprochées. Les pêcheurs aussi sont souvent surpris des tête-à-tête qu'ils vont avoir. Alors là, ça se passe donc dans la localité de Cruzeiro, qui est dans l'état de Sao Paulo au Brésil, et ça concerne un cheminot qui s'appelle Joao de Rio. Qui part pendant... Alors il est cheminot, il travaille toute la semaine, puis quand il a envie de se détendre, il va à la pêche. Et le 12 août 1965, il attend patiemment que ça morde, assis sur le bord d'une rivière qui s'appelle Pareva, et d'un seul coup, que voit-il apparaître pas très loin de lui, un petit vaisseau qui descend, qui se pose pratiquement sur le sol, ou du moins qui est vraiment au ras du sol, et on descend, une fois de plus, un tout petit être qui fait à peu près 70 cm. Ce petit être se dirige tranquillement vers le pêcheur qui n'en revient strictement pas, et il en revient d'autant moins que quand il l'a face à lui, il va s'apercevoir que l'être en question a des yeux lumineux. Et mieux encore, il va lui tendre un petit morceau de métal. Alors il se demande ce qu'il lui veut, et il va être complètement sidéré, et l'être lui dit, dans un portugais absolument impeccable, qu'il vient d'un autre monde, dans son petit vaisseau, et que c'est à lui, à Joao de Rio, de transmettre la bonne nouvelle aux citoyens du monde. D'ailleurs, qu'il est autorisé à rapporter toutes leurs rencontres. Le pauvre pêcheur se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il voit le petit être qui a fini de déclamer, en lui laissant le petit morceau de métal, remonter dans sa soucoupe et qui va s'envoler dans le ciel tranquillement. Alors le morceau de métal aurait, d'après l'ufologue brésilien qui a enquêté, aurait été analysé, ce morceau de métal, par les laboratoires de la compagnie des chemins de fer brésiliens, puisque le monsieur était employé dans cette compagnie, afin de déterminer sa composition. Alors, les résultats n'auraient rien révélé de probant, et ce cas va être dévoilé par la presse brésilienne. Il semblerait que l'agence Reuters en ait également parlé à l'époque, lors d'un communiqué de presse. Alors évidemment, beaucoup d'ufologues sérieux ont crié au canular en disant que c'est une histoire de fou et que faut quand même pas rêver. Mais quand même, nombre d'ufologues brésiliens qui en ont vu d'autres, avec des témoignages assez approchants, ont pris la chose tout à fait au sérieux. Donc à vous de vous faire votre opinion, mais vous voyez, on est toujours dans le bizarre. Hein. Et dans le bizarre... Alors, pardon ? C'était le 12 août 1965. Voilà. Et alors maintenant je vous emmène aux États-Unis. Alors ça, c'est l'histoire la plus farfelue, la plus drôle que j'ai pu trouver. Enfin, c'est celle qui me plaît le plus. Hein. Alors, ça va se passer à Saint-Louis dans le Missouri. Une histoire absolument incroyable dans un petit motel. Le 15 mai 1970, une jeune femme qui s'appelle Dorothy Simpson est chargée de l'accueil du motel. Et elle est en train de vérifier ses factures. Quand elle voit arriver, elle va déjà en entendre comme un soupir sifflant, dira-t-elle. Alors, soupir sifflant, bon.
Et c'est là qu'elle va relever la tête, et qu'est-ce qu'elle voit? Derrière son bureau, 4 petites personnes. Elle en reste éberluée parce qu'ils sont vraiment minuscules, et tellement minuscules que leur tête, je vais vous montrer, ça fait ça. Donc ils ont vraiment le menton sur la table. Et donc, j'ai jamais vu des gens aussi petits. Elle va se pencher d'ailleurs de plus près pour regarder la tête qu'ils ont. Et bien alignée devant elle, en rang d'oignon, il y a un homme, une femme, une fille et un garçon qui sont légèrement plus petits. On dirait une petite famille. Ils ont une apparence juvénile, mais leur allure est quand même plutôt étrange. Et ça va la frapper, cette brave dame. D'abord, ils ont l'air d'avoir des perruques. Puis ils ont une drôle de binette dont je reparlerai tout à l'heure. Et alors, ils sont habillés un peu bizarrement aussi pour descendre au motel. Le papa, celui qui est censé être le papa et le fils sont en costume impeccable, ce qui est quand même plutôt rare. Et la mère et la fille sont vêtues de robes de mousseline couleur pêche pour descendre au motel. C'est vrai que c'est pas triste. Et l'hôtesse d'accueil dira qu'on aurait dit des robes tirées de magazines de haute couture, tellement c'était élégant. Donc ça, c'est quand même pas banal. Alors, d'un seul coup, l'homme va prendre la parole, et d'une seule traite, il va dire à Dorothy Simpson, avez-vous une chambre? Avez-vous une chambre? Et à chaque fois qu'il s'exprimera, il parle en double. On ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Dorothy Simpson lui dit oui, oui, tout à fait, elle donne le prix. Et là, elle est un peu stupéfaite parce que l'être n'a pas l'air du tout de comprendre ce qu'elle lui raconte. Bon, il se retourne simplement vers celle qui pourrait être son épouse, et l'autre est complètement figée et elle ne répond pas non plus. Va s'ensuivre donc un silence profond, jusqu'à ce que l'homme décide d'extraire de sa poche une grosse liasse de billets, et il ne dit pas un mot. Alors Dorothy Simpson se dit, bon, je vais prendre le prix, hein. Alors elle annonce que ça fait $40, donc elle va extraire de la grosse place de billets 2 billets de $20, et puis elle va rendre sa liasse au petit homme. Et elle se dit quand même, ces billets, ils sont vachement neufs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et elle se dit, c'est des fausses coupures. Alors pendant que, discrètement, elle a un détecteur de faux billets de dollars sur le bureau, et elle va passer le truc pendant que... Hein, et puis, tout à fait vrai. Bon, puisque c'est comme ça, allons-y. Donc elle va leur demander de décliner leurs identités, et puis leur dire qu'il faut qu'ils remplissent le registre de l'hôtel. Bien. Alors il faudrait qu'il écrive son nom, petit monsieur. Alors elle lui tend le registre. Alors lui, il a comme le menton au ras de la table, comme je vous l'ai dit. Ça pose un problème technique. Bah oui, même sur la pointe des pieds, il n'y arrive pas. Il est trop petit. Donc elle lui dit, bon écoutez, on va simplifier la chose. Je vais remplir pour vous. Vous allez me dire comment vous vous appelez et où vous habitez. Donc le petit homme va déclarer qu'il s'appelle A. Bell et qu'il arrive de l'Indiana. Non, c'est après qu'il ira de l'Indiana, parce qu'il commence par dire, quand elle lui dit vous venez d'où, il fait. Elle dit pardon, nous venons de là-haut, nous venons de là-haut. Et sa femme aussitôt lui attrape le bras et essaye de lui faire baisser. Et l'autre il continue avec le pouce, l'index vers le ciel. Donc Dorothy Simpson lui dit mais... Enfin bon bref. Donc là la femme reprend la parole et dit non, nous venons de l'Indiana. Donc elle donne une adresse. Dorothy Simpson va remplir le registre. Et puis à la fin elle dit au petit homme il faut que vous signiez monsieur. Donc il n'a pas de stylo, elle lui prête un stylo et là il regarde le truc. Visiblement il n'a jamais vu ça de sa vie, il s'en est jamais servi. Donc elle lui explique qu'il faut qu'il fasse sa signature, donc il va faire un gris-gris, bon, qui ressemble à rien. Et quand il va se pencher effectivement pour faire son gris-gris, elle va le regarder de plus près. Et c'est comme ça qu'elle pourra donner des précisions, comme tous les autres employés du motel qui ont rencontré cette étrange famille, aux ufologues par la suite, on en reparlera. En tout cas, après cette histoire-là, la dame, toute petite, dit qu'elle a faim et elle demande s'il y a un restaurant dans le motel. Donc Madame Simpson leur dit bah oui, vous allez à tel endroit, il y a un restaurant, vous pouvez aller déjeuner. Et puis pendant ce temps-là, le portier va aller chercher vos bagages dans votre voiture. Bon.
Après ce truc-là, elle se dit, je suis tombée vraiment sur des drôles de personnages, j'ai jamais vu un truc pareil, j'appelle le patron. Donc elle va appeler son patron, elle va raconter ce qui s'est passé. Le patron lui dit, bon écoutez, il paye, hein. Soyons pas plus royalistes que le roi. Hein. Bon, on est en règle, le registre est rempli, il a signé, allez hop. Là où la situation reste compliquée, c'est pour le bagagiste, parce qu'il cherche partout une voiture immatriculée dans l'Indiana, sauf qu'il n'y en a pas. Bon. Alors, il revient bredouille, hein, parce qu'il ne peut pas aller chercher les bagages. Alors, l'autre personne qui ne va pas être déçue des voyages non plus, c'est la serveuse du restaurant. Parce qu'au motel, nos petits êtres se sont installés autour d'une table. Déjà, première chose, ils ont le menton sur la nappe. Donc déjà, tout le monde la regarde, mais c'est pas fini. C'est que l'homme a pris la carte et il a entrepris de lire à haute voix, avec une voix de stentor, le menu. Et donc tout le monde écoute, et à chaque fois, une fois qu'il a fini d'annoncer le plat, il demande d'une voix non moins brillante à la serveuse comment c'est fait, d'où viennent les légumes, le lait, les maïs, enfin bon, bref, et toute la carte va y passer. Bon, l'hôtesse est aimable, patiente, mais enfin bon, c'est ennuyeux, les clients sont tous retournés et les regardent. Donc finalement, la mère de famille va demander des petits pois et du lait pour elle et ses enfants, mais l'homme, lui, veut un beau steak accompagné de petits pois. Il ne veut pas de lait, il veut boire que de l'eau. Et c'est là où ça va se compliquer, parce que quand on va leur servir à manger, l'homme se jette sur son steak. Il essaye de manger. D'abord, il ne sait pas tenir un couteau, donc c'est compliqué. Mais quand il a réussi quand même à couper quelque chose, il a une bouche en forme de fente. Donc il n'arrive pas à ouvrir la bouche, parce qu'il n'a pas de bouche tout simplement. Et alors, à la grande stupeur de tous les clients, ils vont voir tous les autres aligner les petits pois sur la lame du couteau, non pas servir la fourchette parce qu'ils ne savent pas, et faire glisser dans la fente qui leur sert de bouche les petits pois en un. Mais comme ça part dans tous les sens, est-ce la honte ou autre chose? Toute la petite famille va se lever d'un bloc, après avoir mis quelques dollars sur la table, beaucoup trop d'ailleurs, et vont fiche le camp, le temps que la serveuse revienne, il n'y a plus personne. Donc elle aura un gros pourboire parce qu'ils n'ont pas vraiment pris la monnaie. Après cette incartade au restaurant du motel, notre petite famille revient et retombe sur le portier bagagiste. Là, on va leur indiquer une voiture où ils peuvent aller chercher les bagages, et le portier va donc les monter à leur chambre avec leurs bagages. Et c'est là où les choses vont encore se compliquer. Parce que comme la chambre est dans les étages, il faut prendre l'ascenseur. Sauf que quand la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, notre famille est complètement sans dessus-dessous. Ils ne veulent pas monter dedans. Ça leur dit rien du tout. Et le portier ne comprend pas pourquoi. Il leur dit, mais enfin, vous inquiétez pas, c'est un ascenseur, vous risquez rien, on y va, quoi. Bon, alors, évidemment, la montée sera un peu crispée, il faut quand même le dire. Et on arrive quand même devant la porte de la chambre. Le portier ouvre la porte. La chambre est dans le noir, il a la bonne idée, c'est normal, d'ouvrir la lumière pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais ça va provoquer chez le père de famille minuscule des hurlements absolument épouvantables. Il ordonne au bagagiste de fermer la lumière, mais il pousse des hurlements stridents. Donc le portier est complètement sidéré, il referme immédiatement la lumière, l'autre lui reproche d'avoir fait mal aux yeux de ses enfants. Le portier en est si effrayé qu'il n'attend même pas son pourboire et qu'il file à l'anglaise. Évidemment, après une histoire pareille, tout le monde s'est concerté, la serveuse, le portier, le patron, la réceptionniste, et tous ont décidé d'attendre le lendemain matin pour revoir la petite famille en randonnion. Ben, ils vont attendre longtemps. Ils ne les voient pas arriver le lendemain matin. Bon, alors finalement, ils vont peut-être aller voir ce qui se passe chez eux, comme ils sont un peu bizarres. Les voilà partis pour aller voir, ils ouvrent la porte de la chambre, rien. Pas de bagages, pas de traces de personnes qui auraient couché dans la lit, comme si la chambre n'avait jamais été occupée. Ils n'en reviennent pas, ils sont passés. Ben oui, ils ont des raisons de se poser des questions, parce que l'hôtel, la porte principale est fermée, on ne peut pas sortir du motel la nuit. Donc, par où sont-ils passés ? À l'époque, il n'y avait pas de cabinet de surveillance, mais il y avait une alarme. L'alarme ne s'est pas déclenchée non plus. Et voilà, complètement embarrassés,
Et alors ils vont avoir l'idée quand même, peut-être s'intéresse-t-il aux ovnis, j'en sais rien du tout, de contacter un groupe ufologique qui s'appelle le Study Group of Greater à Saint-Louis, qui va leur poser des questions et va leur recommander de faire vérifier leur alarme. Ben, l'alarme marche très bien. Alors on va, parmi les enquêteurs de ce groupe ufologique, interroger tous les gens du motel qui ont croisé ces êtres-là, et tous vont dire que le haut de leur tête était nettement plus large que le bas qui était très pointu, qu'ils avaient des yeux assez grands et sombres, plus gros que les yeux des humains, un peu obliques, que le nez existait, mais c'était une arête assez peu marquée, avec deux grandes fentes en guise de narines, qu'ils étaient dénués de bouche, c'était une fente simplement, il n'y avait pas de lèvres en tout cas, on peut dire qu'il y avait une bouche mais sans lèvres, que selon certains, de toute façon pour tous, la couleur était pâle, la couleur de peau, mais certains l'ont vu couleur perle, d'autres rose, d'autres gris clair. Voilà. Alors on peut se poser la question, ils avaient quand même une perruque, tous l'ont dit qu'ils avaient l'air de ne pas avoir de cheveux naturels. Est-ce que nos grilles se seraient déguisés en humains pour donner le change? En tout cas, c'est raté. Ils ne sont pas encore au point, il faut quand même le dire. David Jacobs parle un peu du sujet dans son dernier bouquin. Ça, c'est probablement la première génération de ceux qui ont voulu s'intégrer dans la population humaine, mais ce n'était pas vraiment encore au point. Ils avaient encore des progrès à faire. Et puis, alors, puisqu'on est dans les nains, dans les tout petits, alors cette fois on va aller en Argentine. Alors ça, c'est pas mal non plus, c'est la deuxième histoire qui est absolument incroyable. Ça se passe à Las Salinas, pas très loin d'une ville qui s'appelle San Miguel de Tucumán. Ça va arriver le 10 septembre 1978 à 16h40. Alors à 16h40, c'est leur show de l'après-midi, donc le magasin où travaillent les témoins est fermé. Alors en fait, c'est une petite supérette qui se trouve dans un endroit au milieu de nulle part, on peut dire ça comme ça, le long d'une route provinciale, où il n'y a pas grand monde qui passe. Donc ça doit être probablement un dimanche, en tout cas, le commerçant est parti avec sa femme à la ville, et il a laissé son fils de 16 ans dans les lieux, avec l'employé du magasin, et puis un vieillard infirme qui est probablement un parent. Et comme le magasin est fermé, eh bien tout cela regarde la télévision tranquillement. Quand tout à coup, l'écran, l'image de l'écran devient toute petite et pof, ça s'éteint. Ils se disent bon, on a un problème de télé, elle est morte. C'est pas grave, on va écouter de la musique. Qu'à cela ne tienne, mettre un vinyle sur l'électrophone. Bah oui, sauf que là, ça va pas du tout non plus. Là que le machin se met à tourner au ralenti, et on sait même pas du 33 tours, c'est du 7 tours. Donc là, pour la musique, c'est râpé. Qu'est-ce qu'il ferait bien? Ils s'ennuient en plus. Hein. Alors ils vont écouter le transistor, avec ça, il n'y a pas de souci, il y a des piles. Ah bah oui. Sauf qu'il y a tellement d'interférences que le match de foot qu'ils avaient l'intention d'entendre, c'est raté. Et c'est à ce moment-là qu'ils entendent un bruit terrible dans le magasin qui jouxte l'endroit où ils se trouvent. Parce qu'ils se trouvaient dans un appartement qui jouxtait le magasin, enfin qui était dans la partie privée. Donc ils se lèvent d'un seul bond. Alors l'employé du magasin, donc le fils de la maison qui s'appelle Miguel Angel Carbaral, lui il a 16 ans, mais l'employé du magasin, lui s'appelle Miquel Ledesma, il a 23 ans. Et quand ils entendent ça, ils se lèvent en se disant il est cambrioleur. Donc ils vont aller mettre l'infirme dans la cour en fermant la porte derrière lui, pour le cas où, parce que lui il ne peut pas se sauver. Et eux vont se mettre carrément à rentrer dans la partie de la boutique pour aller voir ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'ils voient par terre? Des bouteilles de vin cassées, des pots de mayonnaise, la balance qui sert à peser les légumes par terre également avec sa vitre brisée, la calculette a changé de place. Ils se disent, ça y est, ils sont là. Alors où? Oh bah, ils vont pas chercher longtemps. Au bout du magasin, que voit-il? À peu près à 6 mètres d'eux. Deux personnages d'aspect parfaitement humain, mais qui ne dépassent pas 1 mètre, qui sont en train de les observer. L'employé, le jeune employé dit qu'il s'est dit, ça c'est pas normal, parce que vous allez voir comment ils étaient vêtus,
Et il avait lu dans le journal, qui s'appelle la Gazzetta, qu'il y avait des ovnis dans la région et qu'il y avait des gens qui avaient fait de drôles de rencontres. Donc il pense immédiatement à ça. Et pourquoi y pense-t-il? Parce que les deux personnages en question sont vêtus de combinaisons collantes, comme celle d'une grenouille, de couleur bleu brillant. Ils portent de hautes bottes bleu clair et ils ont des gants noirs brillants qui leur montent au-dessus du coude. Et leurs têtes sont recouvertes d'un casque bleu foncé. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de visière ou c'est pas foncé, en tout cas ils voient parfaitement leur visage. Et là, ils ne sont pas déçus du voyage. Ce sont des visages humains, mais avec des détails qui sont un petit peu différents. Ils ont la peau foncée, avec des sortes de taches de rousseur, mais qui paraît très abîmée, comme on dit une peau vérolée. Vous savez, quand vous avez eu un gros acné, vous avez eu la petite vérole, et vous avez, ou la vérole plus courte, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous avez des trous, c'est cicatrices. Ils sont vérolés, les pauvres. Ils ont la peau très très moche. Pour le reste, ils ont des yeux parfaitement normaux, droits, horizontaux, une bouche normale. Le nez, on n'a pas trop de détails, mais il a l'air à peu près normal, normal aussi. Ils ont des bras et des jambes tout à fait proportionnés. En fait, ce sont des Lilliputiens, ce ne sont pas des nains. Ils sont humains, mais bizarres, quoi. Par contre, ils n'arriveront pas, quand on leur dit que c'était des hommes, des femmes, ils n'ont pas la moindre idée. Et voilà ce qui va se passer d'un seul coup, qui va effrayer les deux hommes, c'est que d'un seul coup, l'un d'eux va sortir un objet qui ressemble à une sorte de séchoir à cheveux. Aussitôt, ils sont terrifiés en disant c'est une arme qu'ils n'ont jamais vue, certes, et ils entendent clairement une voix qui leur dit si vous criez, on vous emmène illico dans notre vaisseau. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment parlé? Est-ce que c'est une voix télépathique? On n'en sait pas plus. En tout cas, ce qu'ils diront ensuite, c'est qu'ils ont entendu cette voix, mais qu'ils n'ont vu à aucun moment les lèvres des êtres bouger. En tout cas, ils sont absolument terrorisés, et d'autant plus terrorisés que d'un seul coup, ils vont voir les êtres porter les mains sur leur nez, et hop, ils n'existent plus, volatilisés. Alors là, c'est complet. L'employé se précipite sur le tiroir de la caisse enregistreuse et ils se disent maintenant il faut filer vite fait. Il prend les clés du magasin, il va ouvrir la porte, et sauf qu'il peut. Ils vont prendre un couteau aussi dans le tiroir et puis une barre de fer. Hein. Sauf que, avant d'arriver à la porte du magasin, d'un seul coup les êtres réapparaissent. Et là, ils barrent le passage. Donc, stupeur, et ils vont se revolatiliser à nouveau. Et cette fois dans l'arrière-boutique, dans une sorte de dépôt où on entrepose des marchandises. Et donc, toujours courageux, l'employé avec sa barre de fer, il va pour essayer de les choper et de leur taper dessus, pour les neutraliser. Mais ils vont pas être déçus, parce qu'ils vont se faire jeter des caisses de cigarettes qui sont entreposées là. C'est que les autres se laissent pas avoir comme ça. Bon, ils ont compris qu'ils ne pourraient rien faire. En tout cas, ils sont terrifiés parce qu'ils ont... C'est quand même une chose ahurissante. Ils sentent qu'ils sont enrochés. Donc, ils vont sortir à toute vitesse. Ils vont fermer la porte du magasin derrière eux à clé. Ils vont prendre la voiture de livraison et les voilà partis à la ville voisine pour prévenir le papa qui se trouve en famille. Quand M. Carbajal va voir arriver son fils de 16 ans et son employé complètement terrorisé, effrayé, tremblant, il va partir directement au commissariat de police, voir la police municipale, pour déclarer les faits en disant qu'il y a des cambrioleurs dans les lieux, mais des cambrioleurs bizarres. Donc les services de police alertés, le commissaire trouve ça bizarre cette histoire, donc il y va en personne. Donc les portes du magasin vont être ouvertes en présence de la police, qui est armée, mais là il n'y a personne. Et pourtant la porte n'a pas été ouverte, elle était toujours fermée à clé. Rien n'aura disparu. Mais on retrouvera effectivement sur le sol le vin, la mayonnaise, la balance, voilà. Il va y avoir une enquête qui va être menée par la police. Les journalistes vont être avertis, les ufologues locaux également. Et on va faire des recoupements. Parce que 2 semaines après les faits, il va s'avérer que vraiment dans ce périmètre-là, vont être observées des lumières au-dessus des salines, à peu près à 200 mètres du magasin de M. Carbajal. Il va y avoir également des choses bizarres qui vont se passer dans un magasin qui vend du sel, c'est un dépôt de sel, c'est une saline, hein, qui se trouve à 200 mètres face à la supérette.
Il va y avoir des lumières qui vont s'éteindre et s'allumer, genre poltergeist, vous voyez. Et puis, va y avoir une autre chose qui va être remarquée et enregistrée par les services de police. C'est qu'il y a une maison abandonnée pas très loin dans le secteur, et des passants un jour vont entendre comme s'il y avait des pierres qui s'entrechoquaient et qui tombaient à l'intérieur de la maison alors qu'elle est parfaitement abandonnée, complètement vide. Et il s'avérera qu'un incident similaire s'était déjà passé le 27 août précédent à Las Salinas. Vers 15 h, un certain Niño Gomez avait en effet aperçu au beau milieu de sa maison deux personnages qui étaient apparus soudainement sous ses yeux, matérialisés, qui ne mesuraient pas plus d'1 mètre, qui avaient les visages abîmés eux aussi avec comme des traces d'acné, et qui portaient des tenues brillantes, des gants noirs et également des bottes. C'était exactement la même description. Donc tout ça va être enregistré par les services de police et on n'en saura pas plus. En tout cas, c'est un cas qui a été enregistré qui est quand même assez intéressant. Alors on va faire toujours dans les petits, mais cette fois-ci on va aller en Angleterre. On va aller à Studham Common dans le Bedfordshire en Angleterre. Et là ce sont des enfants qui vont se retrouver dans une situation assez étrange. Et ce cas a été répertorié par divers ufologues et l'illustre Jacques Vallée va rapporter ce cas qui est quand même assez surprenant. Le 26 janvier 1967, vers 13 h, une bande de gamins vont à l'école. Évidemment, ils chahutent. C'est un village, il y a des arbres autour de l'école. On va à l'école en chahutant, en jouant à la cache-cache, en se courant après, voilà. Les cours reprennent à 14 h, il est un peu avant 14 h. Et ils vont cheminer à ce moment-là en file indienne, dans un endroit qu'on appelle le Dell. Le Dell, c'est une sorte de petite vallée qui se trouve en contrebas de l'école. J'ai regardé un petit peu parce qu'il y a des photos, on voit bien les lieux. Et l'endroit est idéal parce qu'il y a des arbustes, on peut jouer, on peut se cacher. Bon, la plupart bavardent sur le chemin de l'école, et d'un seul coup, il y a une sorte d'éclair rapide qui se produit juste à côté d'eux. Alors il n'y a pas d'orage, il a plu avant, il y a eu une grosse averse, mais il n'y a pas eu d'orage. Et cet éclair est au ras du sol, et ça a été très bref, et il n'y a pas eu de tonnerre. Et un des gamins qui est en tête, qui s'appelle Alex Butler, qui a une dizaine d'années, reste figé sur place. Et il a une bonne raison d'être figé, car face à lui, à quelques mètres de lui, que voit-il? Un petit être au contour luminescent, qui est tout bleu, d'une sorte de gris bleuâtre foncé. Il y a eu des dessins qui ont été faits suite aux descriptions qu'ont fait les enfants, qu'on peut trouver sur Internet. Et autour de cet être, il y a une sorte de brume, une brume bleuâtre. Alors est-ce que c'est cette brume qui donne cette couleur à l'être? Mais enfin, il est tout bleu. Mais alors, il est surtout très bizarrement accoutré. Il ne mesure pas plus d'1 mètre, et il a une sorte de chapeau oblong qui fait au moins 60 cm de haut, presque aussi haut que lui. Sans bord, il porte une sorte de vêtement fait d'une seule pièce, avec une grosse ceinture à la taille, enfin au niveau du nombril, une sorte de boîte. Les enfants verront les mains, mais ils ne verront pas les pieds ni les jambes. Ils ne s'en souviennent pas, ils n'ont pas de détails là-dessus. Ils verront que le haut, finalement. Et puis alors, le visage est particulier. Il a une sorte de petite frange courte qui dépasse de son immense chapeau. Des yeux tout ronds, mais ronds, hein. À la place du nez, une sorte de triangle, aplati. Une espèce de barbe bleuâtre, très longue, dont les bouts, ça part en fourche, ça se divise, et ça part sous les bras. Donc c'est quand même assez bizarre. Et le petit être est posté près d'un massif de buissons, une vingtaine de mètres du gamin, qui est complètement sidéré. Donc il appelle les copains. Il est sidéré, mais il n'est pas terrifié. Tous les enfants diront qu'ils n'avaient pas peur, mais qu'ils étaient complètement surpris. Hein. Alors évidemment, ils poussent des cris, venez voir. Tous les autres appliquent, regardent. Et le petit être fixe cette assemblée. Il ne bouge pas. Et voilà que d'un seul coup, sort autour de lui, émane, non pas de lui, enfin on ne sait pas d'où ça vient, mais il est entouré d'une sorte de brume bleuâtre et jaune qui semble se diriger vers les gamins. Alors ils ont peur évidemment, ils reculent et c'est à ce moment-là que le petit bonhomme bleu se volatilise sous leurs yeux. Mais l'histoire ne s'arrête pas, c'est qu'un instant après,
Que vont-ils voir de l'autre côté de la petite vallée, donc du Del? Le petit bonhomme bleu. Voilà qui font demi-tour pour aller courir derrière. Venez, venez, et tout le monde va courir au creux du vallon. Et hop, ça recommence. La petite brume, et hop, plus personne. Et ça va se reproduire à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la cloche de l'école résonne, il est 14 h, et ils arrivent en cours. Mais entre-temps, ils sont passés près d'un buisson, et ils vont avoir une drôle de surprise. C'est qu'ils vont entendre comme des murmures, une sorte de plusieurs voix qui parlent entre elles, et c'est absolument incompréhensible ce qui se dit. En tout cas, les voici en salle de classe, et l'institutrice, qui s'appelle Mademoiselle Newcombe, remarque que toute cette bande de gamins est hyper énervée, intenable. Ils discutent probablement de leur affaire et ils n'ont pas du tout envie de travailler. Donc elle leur demande ce qui se passe, de se calmer, et eux ils disent qu'ils ne veulent pas dire. Je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas le dire? Parce que vous ne croyez pas, c'est tellement bizarre qu'on ne peut pas vous dire une chose pareille, vous penseriez que nous mentons. Et l'enseignante va avoir une bonne idée. Elle va dire, bon, vous ne voulez pas le dire? Bah, vous allez me l'écrire. Écrivez chacun ce que vous avez vu, puis après on verra ce qu'on doit en penser. Et elle ne va pas être déçue, Mademoiselle Newcombe. C'est quand elle va lire la prose des uns et des autres, elle va remarquer que tous les gamins, qui étaient au nombre d'une dizaine, ont tous écrit la même chose. Tous décrit la même chose, à quelques détails près. Alors elle va parler, Mademoiselle Newcombe. Si bien que le 3 mars 1967, la Gazette de Dunstable, le petit journal local, invente cette histoire qui est absolument surréaliste. Et elle va consacrer un article à l'histoire. Et il y a des ufologues, évidemment, qui lisent le journal, qui vont tomber là-dessus, qui vont venir enquêter, et qui vont s'intéresser à la chose, d'autant plus que depuis, il y a eu des signalements d'observation d'OVNI. Et juste autour du Del, et autour de la petite commune, il y aurait, d'après les sources, 2 atterrissages d'engins non loin de l'endroit où les enfants auraient vu l'espèce de lutin à grand chapeau. Et les enfants vont être questionnés longuement par tous ces ufologues, mais à aucun moment ils déclareront qu'ils ont vu un objet quelconque, soit posé, soit dans le ciel, ni rien du tout. Alors évidemment, nous sommes en Angleterre, au pays des fantômes. On se dit, bah, c'est peut-être un lutin, c'est paranormal, donc il va y avoir toute la clique des enquêteurs du paranormal qui vont débarquer, persuadés que ce sont des farfadets, un farfadet en tout cas qui a été vu. Enfin bon, bref. Donc c'est une histoire qui est quand même assez surprenante. Mais après les petits, on va passer aux grands. Et celle que je vais vous raconter comme histoire, vous allez voir, elle n'est pas piquée des hannetons, si je peux me permettre. Le cas a été rapporté en 1993 lors d'un congrès du MUFON, et ça a été rapporté par un astrophysicien allemand qui s'appelle von Ludwiger. Et ce que va raconter cet astrophysicien est quand même assez surprenant. Et ça raconte l'aventure d'un jeune homme qui alors était étudiant, qui s'appelait Rolf Kaster. Il était à l'époque étudiant en chimie, et c'était un élève un étudiant un peu plus sérieux. Et en 1989, il arrive à ce jeune homme une aventure absolument incroyable. Chaque jour, quand il a fini ses cours ou qu'il a fini de travailler, il part se détendre en faisant du vélo. Et il va aller se promener sur les bords de la Ruhr, qui est donc un fleuve allemand. Et bon, tout ceci se passe non loin d'une petite ville qui s'appelle, alors je parle pas allemand, enfin on va faire ce qu'on peut. Schwerterkst. Bon, mieux vaut l'écrire. Alors la région est boisée, c'est magnifique, c'est bucolique, il fait bon pédaler sans se presser. Il est perdu dans ses pensées, l'étudiant, il pédale tranquillement, il contemple le paysage. Et là, d'un seul coup, il ne contemple plus le paysage. Parce qu'il est assis par terre dans l'herbe, il fait nuit noire, il tâtonne pour retrouver son vélo, et il est complètement KO. Il est épuisé, il se demande ce qui lui arrive. Et quand il va regarder sa montre, il est 22 h tapantes. Et là, il ne comprend rien. Il essaye de se relever, il a bien du mal. Il veut enfourcher son vélo, il tombe par terre. Donc il va mettre un temps fou à rentrer chez lui. Alors la première idée qui lui vient, c'est qu'il a été probablement accidenté, peut-être que quelqu'un l'a renversé, et que, bah voilà, il a perdu connaissance et il vient seulement de se réveiller. Donc il regagne son domicile, la première chose qui se fait,
ben, il fera rien d'autre que de se mettre au lit et de s'endormir profondément. Et il s'endort vraiment très profondément jusqu'au lendemain. Et quand il va se réveiller le lendemain, mauvaise surprise, il découvre que ses cheveux sont tout poisseux. Comme s'il s'était mis 1 litre de gobina sur le coin de la figure, ça colle de partout. Bon, il prendra une douche, hein. Mais dans les jours qui suivent, il n'est pas bien. Lui qui avait toujours la pêche et tout, il ne peut plus travailler, il n'a plus de mémoire immédiate, il n'apprend rien. Et il est épuisé, épuisé. Il a du mal à reprendre le dessus. Et il réfléchit. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et ce qui va se passer, comme ça arrive chez certaines personnes qui ont eu des contacts, la mémoire va revenir par bribes. Il n'est pas passé en hypnose régressive, celui-là. Hein. C'est revenu petit à petit. Il commence à se rappeler de certaines choses. Et par contre, ce qui lui revient en tête, ça laisse pantois. Parce que c'est complètement surréaliste. Et il est tellement inquiet de ces souvenirs qui lui apparaissent que comme il n'est pas idiot, il aimerait bien en savoir un petit peu plus. Donc il va contacter un groupe d'ufologues pour expliquer son histoire. Et il va raconter la chose suivante. Il va raconter que dans un premier temps, il était en train de pédaler tranquillement et qu'il est arrivé à ce moment-là près d'un petit bois. Et au moment où il était en train de pédaler dans ce petit bois, il avait quitté donc les bords de la Roure, il a vu passer quelque chose à toute vitesse sortant d'un fourré dont il a pensé que c'était un animal. Mais il ne sait pas trop quel animal parce qu'il ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Un peu surpris, il est descendu de sa bicyclette. C'est alors que surgit de nulle part, que voit-il? Une belle pin-up face à lui en combinaison, qu'il regarde. Il en est complètement sidéré, mais il n'a pas fini d'être sidéré, c'est que dans l'instant, la silhouette féminine en question se met à grandir, vlan, 4 mètres de haut. Alors là, c'est la surprise complète. Alors, belle bête, hein, une belle blonde, une belle combinaison, aspect moulant, couleur métallique. Alors, ça recouvre tout sauf les mains et la tête. Hein. Elle est complètement recouverte avec cette combinaison. Et elle a un corps de rêve. Et lui, il n'en revient pas. Parce que 4 mètres comme ça, c'est vraiment une belle nana. Enfin, il n'est pas terrifié du tout. Pas du tout. Il devrait paniquer quand même, 4 mètres de haut, puis ça se transforme comme ça. Pas du tout. Et ce Rolf Caster engage la conversation avec la dame. Bonjour, d'où venez-vous? Oh, elle va lui répondre, hein, dans un allemand absolument parfait. Elle va lui dire qu'il arrive de la constellation du Loup. Et puis elle lui dit, bah attendez, venez donc avec moi. Et là, il ne va pas être déçu du voyage parce qu'il va percevoir dans l'instant, dans un ciel parfaitement bleu, une sorte de petit nuage arriver qui va se mettre au-dessus d'eux, puis qui va grandir. Et de ce petit nuage va sortir une averse assez peu ordinaire. Car en fait, il y a ce nuage, et sortent du nuage 3 colonnes d'eau. Mais alors, vachement, c'est de l'eau, hein, vraiment. Ça va au sol, c'est humide, mais alors c'est complètement circulaire la trace sur le sol. Mais c'est pas fini. C'est qu'au milieu de ces traînées d'eau descendent ce que Rolf Caster verra comme étant des chaînes, des grosses chaînes, avec au bout une barre. Et à ce moment-là, quand la barre du bout de la chaîne arrive à hauteur, eh bien, la géante nous attrape l'étudiant qu'elle met sur son épaule, elle attrape la barre et tout le monde remonte dans le nuage, qui en fait n'est pas de nuage. C'est un immense vaisseau qui fait au moins une centaine de mètres de diamètre. Bon, une fois à l'intérieur, c'est immense. Notre Caster n'est pas du tout terrifié, impressionné certes, mais pas terrifié du tout, donc il raconte. Et là, il va se retrouver avec d'autres êtres, des géants, des hommes, des femmes. Mais leur particularité, ils sont nus comme des vers. Ils ne sont pas habillés du tout. Mais alors pire encore, c'est qu'au milieu de cet immense espace, il y a un aquarium géant. Et dans cet aquarium géant, il y a un truc qui ressemble à rien. Une sorte d'entonnoir renversé, dira-t-il, doté d'une multitude de dieux, certains de couleur verte ou grise, et ses yeux regardent à travers le bocal. Alors là, pour le coup, il est quand même un peu stupéfait, ça fait beaucoup. Il n'a pas peur. Surprise. Et il va être arraché à la contemplation de cette chose
lorsqu'on va lui mettre sur la tête, il ne sait pas qui, mais enfin, on lui met sur la tête un casque relié à une grosse machine dont il dira après que ça pouvait bien être un ordinateur. Et la machine va lui poser des tas de questions et lui faire passer des idées. Lui va considérer ensuite que ça devait être des épreuves mentales qu'il a passées. Et il va répondre avec bonne grâce à toutes les questions qu'on lui pose. Et comme il n'est pas plus perturbé que cela, une fois le test achevé, ben c'est lui qui va poser les questions. Parce qu'il a bien compris que l'ordinateur lui transmettait des informations sur le futur. Et comme il est étudiant en biologie, eh ben il se dit c'est peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui va se développer dans le futur, comme ça je pourrais peut-être faire des médicaments. Et je pourrais breveter. Bon, très bien, alors il pose ses questions. Et la machine répond. Et il va retenir d'ailleurs ultérieurement ce gars-là, peut-être plus pour qu'on croie en son témoignage quand même très fantaisiste, que par goût du lucre, va quand même mettre noir sur blanc toutes les informations qu'on lui a données et faire breveter des inventions qui ont été données sur la base de ces indications. Alors l'ordinateur est donc très agréable, il répond à toutes les questions, mais quand Rolf Kaster va poser des questions sur les géants, terminé. L'entretien est terminé, on ne parle plus. La machine se tait. Rolf Kaster dira bah, c'était probablement parce qu'il ne voulait pas donner de détails sur ces géants, qui ne devaient pas être des êtres biologiques. Voilà la déduction qu'il en a faite. Et que si ces êtres étaient comme ça, c'était peut-être en fait des robots à qui on avait donné forme humaine pour que ce soit plus rassurant lors d'un tête-à-tête. Et après, va lui revenir le dernier souvenir, le derrière dans l'air, 22 heures dans le noir, avec son vélo est complètement cassé. C'est bien plus tard donc qu'il va raconter cette aventure aux enquêteurs du groupe ufologique. Il maintiendra toujours sa version. Il va rencontrer cet astrophysicien allemand qui s'appelle Eberhard von Ludwiger, qui prendra cette histoire stupide complètement sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'étudiant qui n'est pas du tout un rigolo, qui est un mec sérieux, et puis il aura observé quand il va écouter ce garçon, c'est qu'à chaque fois qu'il lui demande des détails de son histoire et de le raconter, il y a comme un blocage, il est gêné, il a vraiment du mal à raconter. Parce qu'il se rend compte que c'est complètement stupide. Mais il ne se coupera jamais, ce jeune homme. Et c'est pourquoi cet astrophysicien qui est passionné d'ufologie ira témoigner lors d'un congrès d'une meufone de cette histoire absolument abracadabrante. Mais il n'y a pas qu'en Allemagne qu'il y a des grands géants. Et des belles géantes. Ça va se passer en Chine. Meng Zhaoguo. Ah, il va tomber... sur une pin-up pas terrible, pas aussi belle que la première, mais alors très très entreprenante. Bon, c'est un homme simple, c'est pas du tout une tête pensante, hein, ce brave homme, il est bûcheron. Et il travaille, bon, il est issu du milieu rural, il n'a pas de culture, il est pas érudit, il sait pas lire, il sait pas écrire. Il est employé pour une société forestière qui travaille dans le nord de la Chine, en Mandchourie. Et bon, il part pour plusieurs semaines, hein, il campe dans des cabanes qui sont dans les bois avant de rejoindre leur famille régulièrement. Et puis un jour après le boulot, ou pendant le boulot, j'en sais trop rien, qu'est-ce qu'il voit avec quelques collègues au sommet d'une petite montagne qui s'appelle la montagne du Phénix et qui, comme par hasard, fait partie d'une chaîne de montagnes qui s'appelle la montagne du Dragon. Il voit quelque chose étinceler. Alors comme il y a souvent des accidents d'hélicoptères en Chine, lui se dit chouette, il y en a un qui a dû se planter, je vais pouvoir aller récupérer le métal. Donc après le boulot, je monte sur la colline. Ni une ni deux, c'est ce qu'il va faire. Sauf que quand il va arriver en haut de la colline du Phénix, c'est pas vraiment une épave d'engin qu'il va trouver, c'est quelque chose dont il ne se souviendra pas parce qu'au même moment, boum, assommé. Comme s'il avait pris un coup de barre, c'est comme le dire. Et il reprendra connaissance un moment plus tard, et il se réveillera dans la cabane sans comprendre ce qui lui est arrivé. Et voilà, quelques temps plus tard, il est rentré voir sa famille, il fait dodo en pleine nuit avec sa dame, avec leur fille qui est couchée entre deux, parce qu'en Chine,
souvent il y a des lits communs, il faut le savoir. Et c'est à ce moment-là que surgit de la pénombre un être très grand, dont il va le découvrir que c'est une créature féminine aux formes généreuses. Elle mesure quand même dans les 3 mètres, c'est pas petit, hein. Et il dira qu'elle a la cuisse rose. En tout cas, ça lui fait plaisir, il la trouve très jolie, elle a les cheveux avec des tresses, elle a un visage rond et pâle, dira-t-il, et des formes très imposantes. Mais il n'a pas le temps de s'en remettre que la belle se jette sur lui et lui impose une partie de couette, soyons clairs, qui va durer 40 minutes quand même. Le tout en lévitation, au-dessus de la couche conjugale, pendant que madame et sa fille dorment en dessous. Bon, enfin, ça se passe pas trop mal. Et une fois que la chose est finie, voilà que la belle séductrice disparaît à travers le mur. Bien, une fois que la chose est terminée, que la dame a disparu, le phénomène de lévitation est terminé, l'en voici à côté de madame. Il dit c'est pas possible, j'ai rêvé, donc il va baisser le pantalon de son pyjama pour vérifier que tout va bien. C'est là qu'il va s'apercevoir qu'il a une très grande cicatrice à la cuisse, qui fait une 50aine de centimètres. Et il est quand même un peu perturbé, notre homme. Il va finir par en parler à sa femme, et sa femme ne sera pas si choquée que ça, ce qui est assez curieux, parce que bon, elle aura pu être jalouse sur une crise. Je pense qu'elle va plutôt le prendre pour un barge en disant le pauvre gars, il va pas bien, la forêt ça lui réussit pas. Mais bon, ça bavarde, elle a raconté ça à ses copines probablement dans le village, et puis ça va faire une traînée de poule, puis finalement les journalistes qui vont venir. Donc il va expliquer tout ce qu'il a vu. Et il va expliquer que la dame avait 6 doigts. Tiens, ça peut arriver, ça aussi. Et il va devenir une coqueluche, c'est-à-dire que de 4 coins de la Chine, on va venir voir ce brave homme. J'ai vu des vidéos où on vient l'interviewer et tout. Alors il est un peu rustre, hein, comme je vous l'ai dit, pas très éduqué, et il n'a jamais entendu parler de soucoupe volante et encore moins d'extraterrestres. Et à chaque fois qu'on lui pose les mêmes questions, parce qu'on lui pose éternellement les mêmes questions, il fait toujours les mêmes réponses, sans jamais se contredire, jamais, jamais, jamais. Il explique. Puis il explique qu'il a eu d'autres surprises, hein. Il y a eu d'autres incidents étranges. Il dira un jour qu'il a lévité et qu'il est passé à travers un mur, comme la dame quand elle est partie. Il va dire qu'il a rencontré aussi d'autres géants à bord d'un vaisseau, que ceux-là parlent en langue chinoise, mais avec un fort accent. Et qu'il a plutôt gardé un bon souvenir de sa géante séductrice. D'ailleurs, lors de cette visite dans un vaisseau, il a demandé si elle n'était pas dans le coin, parce qu'il aimerait bien la revoir. Il la trouvait très bien. On lui a répondu que pour l'instant c'était impossible, mais que dans 60 ans, naîtrait quelque part dans l'univers le fils d'un paysan chinois. Ils ont un temps de gestation assez long, semble-t-il. Il lui aurait dit aussi venir d'une planète très lointaine, sans préciser le nom, évidemment, encore moins la position. Bon, ça c'est un grand classique. Alors, la cicatrice de la cuisse va être examinée par des médecins. Et on va s'apercevoir, les médecins diront à l'unanimité dans leur rapport que ça ne peut pas avoir été causé par une blessure ou un acte de chirurgie courante, que c'est tout autre chose, ils ne savent pas quoi. L'homme va être également soumis à des séances de régression et surtout au détecteur de mensonges. Et le détecteur de mensonges, ça vaut ce que ça vaut, ça sera quand même en 2003, hein, le détecteur de mensonges. Le test conclura qu'il disait bien la vérité. Et c'est un cas très documenté en Chine, cette histoire. Mais avouez quand même que c'est farfelu, ça aussi. Et des géants, il y en a souvent. Alors, des géants, il y en a. Alors, ceux-là sont un peu plus petits, mais c'est pas mal non plus. Là, ça se passe en Espagne. Alors, ça se passe durant l'hiver de 1970. Vous avez une employée de la ville de Séville, une employée de mairie qui a 56 ans et qui vient de se mettre au lit. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? La voici réveillée en sursaut par une forte respiration. Elle vit seule, elle se demande ce qui se passe, elle ouvre les yeux et qu'est-ce qu'elle voit? Un être qui fait plus de 2 mètres de haut, qui porte une combinaison noire et qui porte sur la tête un casque et qui ressemble, elle se dit c'est un homme grenouille, enfin, elle est complètement sidérée, la pauvre fille. Et comme elle est dans un premier sommeil, elle a sommeil, elle a du mal à garder les yeux ouverts. Et c'est à ce moment-là qu'elle va sentir comme un souffle glacial qui arrive sur son visage, et quand elle va rouvrir les yeux, eh bien elle va voir comme une sorte de boule, une sphère de lumière, et c'est de cette sphère de lumière, cette boule, cette orbe, que provient le souffle glacial. Elle n'en croit pas ses yeux, elle veut se redresser, et évidemment, grand classique, elle est complètement paralysée, elle ne peut rien y faire.
va surgir de l'ombre, de la pénombre, un deuxième être d'apparence identique qui va lui murmurer à l'oreille « je te régénère ». Elle n'en verra pas davantage puisqu'elle va tomber raide, boum, dans le sommeil. Alors on pourrait dire la bonne dame a rêvé, rêve hypnagogique, oui, ça peut arriver. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. C'est qu'après cette histoire-là, la pauvre femme va commencer à faire des rêveries étranges qui vont s'avérer prémonitoires. Mais pire, voilà qu'à chaque fois qu'elle s'approche d'une source électrique, que ce soit un réfrigérateur, une prise de courant ou même pour faire une photocopie à la mairie, et ça fait des étincelles. Alors soit le matériel se dégrade, soit elle prend des court-circuits, elle peut même plus téléphoner avec son mobile, et elle est prise de malaise d'ailleurs, même quand elle est près d'une source d'émission électromagnétique et celle d'un téléphone. Des vertiges, elle a du mal à respirer, elle a sa poitrine qui se bloque, elle a des maux de gorge, elle va avoir différents maux assez désagréables, et elle va consulter la médecine qui n'y comprend rien. On va lui faire des examens neurologiques, des tests psychologiques. Aucune, on dit qu'elle est parfaitement normale, cette dame, elle n'est pas délirante, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle souffre désormais donc de sensibilité électromagnétique. Et maintenant, on sait que ça existe, puisque récemment, on commence à prendre les choses au sérieux. J'ai lu un article là-dessus. En tout cas, la vie de Madame Aranda a été bouleversée. Et elle racontera dans les années 2000 son histoire à un enquêteur qui est spécialisé dans les cas paranormaux. Et c'est ainsi qu'on saura cette histoire. Elle dira aussi qu'elle a revu à 2 reprises les êtres soi-disant venus la régénérer. Ils l'ont plutôt mise par terre, je trouve. Enfin bon. Et alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'exactement à la même période, dans la même province de Séville, il y a 4 chasseurs qui ne vont pas être déçus du voyage. Ceux-là profitent de la nuit pour aller chasser en douce parmi les oliviers, près du fleuve Guadiamar. Et le 24 novembre 1978, tranquillement, ils chassent par nuit claire. C'est alors qu'ils voient 2 phares rouges qu'ils prennent pour les feux arrière d'une voiture. Donc ils se disent, mince, c'est pas le moment de se faire repérer. Donc on se planque derrière les oliviers et on attend que ça se passe. Sauf que ça bouge plus. Alors au bout d'un moment, un peu curieux, ils ne vont pas rester plantés là, ils vont se rapprocher un peu de la chose. Et ils vont s'apercevoir que les lumières s'agitent curieusement, les lumières rouges. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et en approchant encore plus près, que vont-ils voir? Ce qu'ils décriront comme un objet qui ressemble à une sorte de grande cruche renversée. En son milieu brillent des lumières multicolores qui s'allument et s'éteignent, des vertes, des oranges, des rouges et des jaunes. Et l'objet est massif. Mais à côté de l'objet massif, que voit-il arriver? Un immense géant. Un type qui fait au moins plus de 2 mètres. Et il a des longues jambes, il porte une combinaison de tissu argenté. Il émet des sons étranges qui font et il se déplace à pas très lent, comme s'il marchait au ralenti. Il a une sorte de casque noir à visière. Puis il va disparaître derrière son vaisseau après avoir acheté quelque chose sur le sol. Et c'est là que eux se sont rapprochés tellement qu'ils vont avoir peur d'être vus. Donc ils vont partir en courant comme des lapins. Bon, en tout cas, l'être les a pas rattrapés. Alors, des ufologues espagnols de la région vont être avertis de cette histoire. Ils vont se déplacer sur place. Sauf que ils vont arriver à la mi-janvier. Il a plu, il y a eu de la neige, c'est l'hiver. Bon, faut vouloir se pouvoir trouver quelque chose. Eh bien si. En cherchant bien exactement à l'endroit désigné par les chasseurs, eh bien on va retrouver quand même 3 empreintes de semelles mesurant 42 cm de long, ce qui n'est pas rien, ce qui d'après les ufologues devait correspondre aux semelles d'un être qui pouvait bien mesurer dans les 2,10 m. Voilà. Donc dans la même région, il y a eu des géants. Alors là, on va faire dans le délirant. Mais le délirant paranormal. Bon, vous avez peut-être entendu parler de la planchette Ouija. Il y a des gens qui veulent connaître l'avenir en disant que les esprits leur parlent avec cette planchette. Alors, je vous conseille formellement de ne jamais toucher à ce genre de truc, parce que c'est pas une blague. On peut penser que c'est un jeu, mais il y a plusieurs cas déclarés, ça et là, de choses qui se sont passées avec des planchettes Ouija, c'est que ça semblerait attirer les phénomènes de hantise.
Et je peux même vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré dans un dîner un type qui était un chef d'entreprise, qui avait une bonne boîte, qui fonctionnait bien. Et sa femme me dit, ça va pas du tout, il est en pleine dépression. Et elle me dit, toi, comme tu t'intéresses aux trucs qui sortent de l'ordinaire, il va peut-être vouloir te raconter son histoire. Effectivement, le gars m'a raconté qu'il jouait au Ouija. Et qu'à partir de là, sa vie était un cauchemar. Il voyait des trucs qui n'existaient pas, qui le hantaient. Il a eu des problèmes de santé. Finalement, il a perdu sa société. Il ne pouvait plus vivre et il m'a dit je vais me suicider. Alors bon, moi je l'ai croisé, je ne le connaissais pas, j'espère qu'il s'en est sorti. Mais bon, le Ouija, faut pas y toucher. Mais ça, je reparlerai peut-être dans un sujet précis, mais pas ici, parce que c'est pas le lieu pour ce genre de truc. Enfin, en attendant, nous avons 2 Australiens qui vivent en Nouvelle-Galles du Sud, et en août 1965, Dora et Derek se font une petite partie de Ouija. Et voilà qu'ils se disent, on pourrait peut-être communiquer via ce biais avec les extraterrestres, parce que de temps en temps, on voit voler dans le ciel des objets qui ressemblent à des petites fléchettes. Et les voilà partis dans ces séances de Ouija. Et ils vont avoir un contact, semble-t-il. Alors, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, le contact leur dit, allez donc vers le fleuve, enfin vers le lac Lawara, et vous allez trouver ce que vous cherchez. Alors ils y vont, les deux, ne doutant de rien. Et quand ils arrivent près du lac, ils ne vont pas être déçus parce qu'ils vont voir une sorte d'objet qu'ils vont décrire comme une sorte d'avion très court, avec un fuselage qui serait inversé et qui avait l'air de voler en marche arrière. Et alors, ce vaisseau fait des allers-retours sur le lac comme s'il le quadrillait. Alors ça c'est marrant parce qu'on avait déjà vu ça au ranch de l'Utah et puis ça a été vu à plusieurs reprises. Les objets, j'avais un cas également au Maroc où ça se passait comme ça, comme si l'objet faisait des mesures, il fait des va-et-vient, bon, il tombe là-dessus. Bon, ils vont attendre le reste de la nuit, ils n'auront pas d'extraterrestres, ils vont rentrer chez eux, donc ils vont se refaire une semaine plus tard une petite séance de Ouija, et là on va leur dire retournez d'où vous venez, allez au lac. Et on a la nuit tombée, ils marchent, ils retrouvent, et puis ils arrivent dans une sorte de clairière, ils observent le ciel, ils ne voient rien. Et d'un seul coup, Dora saisit le bras de son compagnon et elle dit « Regarde, regarde, regarde !» Et là, près d'un arbre qui est situé à peu près une vingtaine de mètres, à l'orée d'un petit bois, ils viennent de passer devant, mais ils n'ont rien vu à ce moment-là. Ils voient une haute silhouette qui fait à peu près 2,40 m de haut. Elle décrira la silhouette comme étant amincie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'était peut-être quelqu'un qui était très mince. La créature ne bouge pas. Ils vont observer donc une forme immobile, vêtue d'une combinaison d'une pièce, durant quelques minutes. La créature va porter, enfin l'être va porter la main à sa ceinture, et à ce moment-là, elle va dès qu'elle va toucher sa ceinture, eh bien, plus personne. Donc ils sont complètement sidérés, mais pas terrifiés, ils vont aller examiner l'arbre et les abords pour tenter de découvrir des traces, et en fait, ça sera rien. Alors, c'est un cas qui est assez peu documenté. Ça a été rapporté par une revue britannique qui s'appelle Flying Saucer Review. Pour certains ufologues, c'est une grosse blague, un canular. Pour d'autres, bon, ça pourrait être pris un peu plus au sérieux. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais enfin, c'est un peu original quand même. Hein. Enfin bon. Et là, on va passer dans le délirant. Ceux qui volent. Mi-homme, mi-oiseau. Alors ça, c'est un cas qui a été répertorié par le Norfolk. Ça s'est passé, c'est le 6 février 2004 à 20h45. Un jeune homme de 22 ans pêche tranquillement sur les bords du lac Downey Park, qui se trouve non loin d'Orlando, en Floride. La nuit est sombre, mais il y a tout de même un petit peu de clarté, et on voit le paysage, puisqu'il y a un petit clair de lune. Et à un moment, le jeune pêcheur a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas loin. Il se sent observé, mais il voit rien. Il n'y a pas de bruit, il ne se passe rien. Ça a duré 5 bonnes minutes. Il n'est pas du tout à l'aise, c'est la première fois que ça lui fait un truc pareil. Et c'est alors qu'il va entendre des bruits de pas, comme quelque chose qui se déplace dans la végétation. Et un clapot près de la rive. Alors là, il commence à pas rigoler, surtout qu'il va voir ce que c'est. Et là, il va avoir la frayeur de sa vie. Il va voir un être immense doté de 2 pattes de cigogne. Et le haut est humain. Il est terrifié, il se relève,
et il hurle, et de surprise, l'être se tient à quelques mètres de lui. Il est un peu plus grand que lui. L'être regarde le pêcheur tranquillement, bien dans les yeux. Lui est absolument terrifié. Il va être paralysé, mais le temps de le dire, il va partir en courant, il va rejoindre son 4x4, il va appeler le 911, mais avant d'y arriver, au moment où il arrive presque à son 4x4, l'être lui barre la route. Il court plus vite que lui, il court comme un dératé, cet être-là. Il lui barre la route, et il va pouvoir en réchapper. Les services de police du comté d'Orange se précipitent, le shérif en tête. On lui a demandé de rester sur place, alors il a tremblé en attendant la police. Et quand ils vont l'interroger, le pauvre gars tremble de tous ses membres. Il déclare qu'il a vu une créature qui n'est pas du tout humaine, que ça ne ressemblait pas à ce qu'il a jamais vu de sa vie. Il n'avait jamais vu un homme avec des pattes de cigogne, que c'était pas agressif mais que ça lui a fait peur, mais qu'il pensait fortement que si ça avait voulu, ça aurait pu lui faire du mal. Donc s'il lui est rien arrivé, c'est parce que ça ne voulait pas. Et le pauvre va être perturbé très longtemps, il ne va plus fermer l'œil à partir de ce moment-là, parce que dès qu'il ferme les yeux, pof, il revoit la créature. Et immédiatement, il a une sensation de frayeur absolument atroce. Si bien que cet homme ne peut plus dormir, on lui donne des somnifères, ça ne sert à rien. Il plonge une profonde dépression. Et à un moment, il finit par être tellement mal que personne n'écoute, personne ne peut rien faire pour lui. Il va appeler les services du FBI pour leur demander de l'aider. Et qui vont lui dire, bah, écoutez monsieur, rien pour vous, au revoir, à une prochaine. Alors ça, c'était dans le genre mi-homme, mi-oiseau, pas encore volant. Mais il y a du volant, il y a des trucs qui volent. Et c'est arrivé à des ouvriers agricoles qui travaillaient près d'un village qui s'appelait Al-Naïsia, et ça se passe en Syrie cette fois. Et le 3 juin 2004, ils arrivent pour faire la cueillette des oliviers, et l'un des ouvriers va remarquer une chose bizarre recroquevillée au pied d'un arbre. Il demande aux autres de regarder, et leur surprise va s'avérer totalement immense, puisque qu'est-ce qu'il y a au pied de l'arbre? Une sorte de créature incroyable, toute rouge, mais alors rouge, hein. La tête est chauve, et elle a de très belles oreilles en forme d'ailes de chauve-souris. C'est d'un chic. En tout cas, les pauvres gars sont complètement sidérés. La bestiole ne les a pas aperçus tout de suite, elle avait l'air de se reposer, mais dès qu'elle voit les hommes arriver, elle se met à courir comme une dératée à travers les oliviers. Elle grimpe sur un olivier à une vitesse absolument sidérante, et arrive au sommet de l'arbre, que voient les 7 ouvriers, la chose s'envoler à une vitesse phénoménale dans le ciel, en laissant derrière elle une traînée de bulles. Évidemment, ils n'ont plus envie d'aller travailler. Ils reviennent dardard, probablement à la ferme proche. On appelle les services de police, et ce ne sont pas les services de police qui vont se déplacer, ce sont les services de l'armée, qui vont faire l'enquête et qui vont les interroger et les mettre sur le grill pour leur demander des comptes sur ce qu'ils ont vu. Et il s'avérera, on saura à peu près ce qu'ils ont dit après, ce que je viens de vous raconter entre autres, et que tous les récits sont concordants. Et que finalement, ça finira par fuiter, cette histoire, puisque ça sera rapporté par un journal qui s'appelle Al-Tashri. Et ça n'a pas l'air du tout d'être une bizarrerie délirante, ça a l'air d'être une réalité. Vous avez un autre cas d'être volant, qui a été rapporté donc, par le magazine Flying Saucer Review. Ça s'est passé en 1966. Non, ça a été rapporté en 66, et c'est une affaire qui s'est passée en 63. En Argentine, une fois de plus, près d'une ville qui s'appelle Resistencia. 3 cheminots sont en train de convoyer un grand train de marchandises, vous savez, ces trains très longs, ils sont dans la loco, et ils arrivent près de la gare de Resistencia, qui est leur terminus. Et vers 18h30, un soir, ils vont apercevoir un homme d'apparence humaine, qui mesure au moins 2 mètres, qui se déplace de façon erratique sur les voies. Cet être est vêtu d'un costume rouge, d'une seule pièce, une combinaison probablement, et elle marche à la rencontre de la locomotive, ce qui est fort dangereux. Alors évidemment, ils freinent à mort, et ils sont d'autant plus étonnés, c'est qu'elle porte les mains en offrande, comme si elle tenait quelque chose. Mais quand la locomotive ne va plus être qu'à 5 mètres
Ils vont voir que l'offrande, ça a l'air d'être un enfant, et hop, la chose décolle, à la verticale, dans un tourbillon, sous leurs yeux absolument effarés. Et ils auront eu le temps de voir que cette créature avait des cheveux longs et qu'elle était d'une pâleur de mort. Mais il va y avoir une enquête, la police va être avertie évidemment. Il se trouve qu'à la même heure, le même soir, dans la même ville de Resistencia, un homme et son fils, il s'appelle Justo Mastin, le monsieur, ils sont en train de dîner tranquillement à la fraîche dans leur jardin, et que voit-il s'approchant au volant? Un être exactement correspondant à la description de celui des cheminots, ce qui est absolument ahurissant. Alors, les cheminots ont souvent des sacrées surprises. Et ça sera le cas d'un monsieur qui s'appelle César Tullio Gallardo. Cet homme-là travaille sur les voies d'une petite ville qui s'appelle Sauce Viejo, qui se trouve dans la province de Santa Fe en Argentine. Et il va lui arriver un sale truc dans une nuit de décembre 1963. Ce cas sera rapporté par Jacques Vallée et par un journal local. Cette nuit-là, donc, ce monsieur est dans un wagon désaffecté qui sert de lieu de repos pour les cheminots, et il lit son petit journal tranquille. À la lumière de la lampe à huile, le wagon est stationné sur une voie de garage, il écoute distraitement la radio, la nuit est calme, tout va bien. Et d'un seul coup, la radio s'éteint. Et puis la mèche de sa lampe, boum, pareil, comme soufflé. Le voici totalement dans le noir. Il est quand même un peu surpris, il se demande ce qui se passe. Il descend du wagon un peu inquiet, et il se demande ce qui a pu provoquer une chose pareille. Il n'y avait pas de courant d'air, comment se fait-il? Et il aperçoit des lumières un peu diffuses qui se déplacent sur la voie, il n'est pas rassuré du tout, il remonte dans son wagon et referme derrière lui. Et c'est alors qu'à l'autre bout du wagon, il voit la porte s'ouvrir avec fracas et une lumière aveuglante qui éclaire tout le wagon. Mais insoutenable au point qu'il avait le journal à la main, il va le mettre devant ses yeux pour se protéger parce que c'est épouvantable. Et c'est à ce moment-là qu'il va réaliser que quelque chose se jette sur lui. C'est une créature totalement lumineuse, le haut du corps. La créature va déchirer son journal en deux et elle va se précipiter sur le bidon de pétrole qui se trouve sur la table et qui alimentait la lampe pour verser le contenu du dit bidon dans une sorte de petite fiole accrochée à sa ceinture sur son vêtement. Et elle va repartir à toute vibure comme elle est venue, laissant le malheureux cheminot complètement hébété et terrifié. La police va être informée de l'affaire, va faire un rapport circonstancié. Gallardo dira qu'en raison de la lumière, il n'a pas pu distinguer ni un visage ni le haut du corps, qu'il a vu vaguement les jambes, avec une combinaison, semble-t-il, noire, mais pas plus que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au même endroit, un train arrivait en gare, avec des voyageurs dont il arrivait lentement. Et qu'est-ce qu'ont vu ces gens? Eh bien, certains voyageurs ont vu une créature lumineuse qui se déplaçait erratiquement sur les voies. Donc, c'était pas une vue de l'esprit. Et puis alors, il y en a d'autres aussi, mais aux oreilles pointues. Alors ça va se passer au Brésil. Dans les années 70, un propriétaire terrien, un notable, de bonne réputation et pas du tout rigolo ni rigolard, va lui arriver une sacrée aventure. Il s'appelle Alberto Romero et il décide évidemment de garder l'anonymat, et ceci est un faux nom. Un soir, il se balade sur sa propriété, le fusil à la main, sur les bords de sa rivière qui traverse la belle propriété. Il s'agit du 16 mai 1973, il est vers 15h. Et sa propriété, je le précise, se trouve dans l'état de Bahia, près d'une ville qui s'appelle Parafuso. Et d'un seul coup, il entend un doux ronronnement venant de nulle part. Il regarde un petit peu à droite et à gauche, et c'est là que dans l'instant apparaît devant lui, comme tombé du ciel, matérialisé, un être, un homme, qui fait 1m65. Il porte un vêtement collant de couleur gris-brun, avec à la taille une large ceinture ornée d'une boucle bleue et des bottes métalliques aux pieds. Il a les traits fins, d'après le témoin. Sa tête est un peu plus grande que la normale,
Et il a des petites oreilles pointues aussi, un peu comme les lutins, vous savez. Sa peau est pâle, il a des mains fines, prolongées de longs doigts. L'être est très convivial, il lui dit n'ayez pas peur, dans un portugais parfait. C'est pas la peine de prendre votre fusil, vous ne craignez rien. Puis il va lui dire qu'il vient pas de la Terre, d'une planète que les humains appellent un satellite. Voilà d'où il vient. Mais il ne précisera pas d'où, hein. Et dans l'instant, il va lancer gaiement un salut chaleureux. Au revoir frère, je dois partir. Et après ça, le voilà qui s'envole. Le témoin l'a vu auparavant appuyé sur un minuscule bouton blanc qui se trouvait sur sa ceinture. Il a vu à ce moment-là, après cette manipulation, une sorte de faisceau jaune jaillir, entourer l'être, qui remontait à la verticale comme une bombe, comme dans une sorte d'ascenseur de lumière, avant de disparaître dans le ciel. On est resté comme de ronflant, si je peux dire les choses ainsi, et ça a dû me marquer pour un bon moment. Alors, dans le genre bizarre, ça a été rapporté par un ufologue américain qui s'appelle Kenny Young. Le 24 janvier 2004, vers 19 h, un automobiliste âgé de 17 ans peut conduire tôt aux États-Unis, qui préfère conserver lui aussi l'anonymat, on peut comprendre, circule en voiture sur une route sombre près de Manchester, dans l'Indiana. Et il ne va pas être déçu du voyage. Il est dans son petit coupé Chevrolet noir, il est très content, ça roule bien. Et il aperçoit dans les phares un truc très bizarre au milieu de la route. À demi tapis en contrebas de la route, à proximité d'une grande flaque d'eau, une créature gracile, longiligne, gris foncé, presque noir. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il la dépasse, c'est absolument épouvantable, ça ressemble à rien. Cette créature déambule sur la chaussée, elle mesure 2 mètres et se déplace d'une manière pas du tout normale. Les articulations sont complètement saillantes, aux pieds, aux coudes et aux genoux, elle a l'air d'être nue, elle est une filiforme, mince comme un crayon, dira-t-il. Oh, là on vient pas, puis surtout noir comme de l'encre. Il appuie sur le champignon, et puis il va se garer un peu plus loin, parce que quand même, ici, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il regarde dans le rétro. Et au moment où il regarde dans le rétro, il voit qu'une voiture arrive en sens inverse. Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il va voir effectivement la voiture qui fait une embardée, qui fait vivement demi-tour et qui repart dans l'autre sens. Et qui va venir se garer derrière sa Chevrolet. Et derrière sa Chevrolet, dans la voiture, il y a 2 seniors complètement retournés qui se demandent ce qu'ils ont vu. Et le monsieur dira au jeune homme, mon garçon, avez-vous vu quelque chose là-bas? Autant vous le dire tout de go, ce n'était pas une personne. Eh bien oui. Donc le jeune homme va proposer à ses braves gens de les suivre jusqu'à la ville, il vaut mieux y aller en convoi. Quand il va arriver chez lui, il va prévenir sa mère, qui va lui dire « Oh là, je vais en parler à ton oncle », qui va aller voir. L'oncle va y aller 1 heure après, mais 2 créatures bizarres, que nenni, disparues sans laisser de traces. Et alors le meilleur pour la fin, les extraterrestres à l'hôpital. Sont-ce des extraterrestres d'ailleurs? La question peut se poser. Alors je vais vous parler d'un cas qui est très connu pour ceux qui sont des passionnés d'ufologie, qui est l'histoire de cette femme au sang bleu. Le cas a été rapporté par Jean Sider dans son livre OVNI, créateur de l'humanité, et la revue Lumière dans la nuit a également bien enquêté là-dessus et ressorti le dossier. Alors c'est une affaire qui s'est passée dans les années 20. Que s'est-il passé? Un certain Pierre Sadron, qui avait un jour accompagné son père pour visiter une vieille tante dans une clinique d'Amiens qui s'appelle la clinique Pochet, va un jour discuter avec le dirigeant de la clinique, donc le docteur Pochet, parce que c'est son ami tout simplement. Donc monsieur Pierre Sadron rapportera en fait une histoire qui est arrivée à son père quand il était tout petit. Et quand il voit arriver dans la clinique, eh bien, le docteur Pochet est complètement sans dessus dessous. Il lui est arrivé un truc pas croyable, enfin pas à lui personnellement, mais dans sa clinique, il s'est passé une drôle de chose. La nuit précédente a été admise une certaine Mrs. Smith, qui est une Anglaise, dans un état extrêmement grave, puisqu'elle a été victime d'un grave accident de voiture, qui est survenue à la sortie d'une bourgade qui s'appelle Dreuil-les-Amiens. Elle est multifracturée et surtout elle a perdu beaucoup de sang. Donc, il faut la transfuser.
Sauf qu'on ne transfuse pas n'importe comment, on fait une petite prise de sang afin de vérifier quel groupe sanguin. Alors déjà, première surprise, l'infirmière va voir du sang couler dans son éprouvette qui est bleuté. Alors, bon, vous savez, quand un sang n'est pas oxygéné, il peut être bleu. Hein. Bon, là c'est bleuté, donc on se dit, oh là là. Mais on analyse quand même. Et on va découvrir que ce groupe sanguin n'appartient à aucune classification connue. Inclassable, dirais-je. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. L'état de la Madame Smith en question est préoccupant, elle n'est pas bien du tout. Vous savez qu'à l'époque, dans les années 20, on mettait les gens dans des dortoirs, pratiquement, et chez une salle commune. Alors on la met en salle individuelle, et comme on pense qu'elle va avoir du mal à passer la nuit, et qu'il risque d'y avoir des problèmes, eh bien elle va être veillée par une des meilleures infirmières de la clinique qui a l'habitude de faire les gardes de nuit, donc qui ne s'endort pas. Le hic, c'est qu'au petit matin, l'infirmière, eh ben, elle a bien roupillé. Et elle découvre que sa patiente n'est plus dans son lit. Et là, c'est la panique, elle se dit, mince, oh oh, la boulette. Le lit a été soigneusement refait, mais alors plus sidérant encore, c'est que la porte d'entrée est toujours verrouillée de l'intérieur, que les fenêtres ne sont pas ouvertes, les bons dieux de bois, comment se fait-ce? Comment la patiente a pu disparaître comme ça? Elle va alerter évidemment le service, elle n'a pas le choix, elle explique en bégayant qu'elle ne comprend pas ce qui a pu se passer, comment elle a pu s'endormir comme ça, ne rien voir ni entendre. À un moment, elle dira que le sommeil l'a gagnée brutalement et qu'elle a essayé désespérément de lutter pour ne pas s'endormir, mais que ça a été plus fort qu'elle, elle est tombée lourdement endormie. Alors évidemment, la gendarmerie va être prévenue, on va faire une enquête pour tenter de retrouver la patiente, dont on ne retrouvera jamais la trace, mais mieux encore, c'est que le véhicule accidenté, quand les gendarmes ont continué leur enquête, c'est normal, ils avaient vers le véhicule, il a disparu lui aussi, on ne retrouvera jamais la trace. Alors, nos enquêteurs de FDLN, suicidaires aussi, ont bien travaillé là-dessus, ont cherché les archives avec les registres d'admission de la clinique Pochet. Ils n'ont pas retrouvé, je ne pense pas que ce soit un fait paranormal, je vois simplement que dans les années 20, il y a dû y avoir du classement, du tri et de la poubelle. Enfin, ce cas est quand même très extraordinaire. Moi, quand j'avais lu ça il y a très très longtemps, ça m'avait complètement passionné. Alors ça, c'était le cas français. Mais il y a un cas anglais, et ça sera ma dernière histoire, mon dernier cas. C'est rapporté par Preston Dennett, qui a publié un livre en France sous le nom « Guérison extraterrestre ». Alors, il y a des trucs divers et variés dans ce bouquin. Bon. Mais ça m'a intéressé, ce cas-là m'a intéressé. Et cet ufologue avait tendance à dire... Enfin, je suis pas forcément... Ce livre, il y a à boire et à manger. Hein. C'est pas un de mes livres les plus palpitants. Il y a quand même des trucs sympas. Et il dit qu'il pourrait y avoir des guérisons extraterrestres miraculeuses, qu'il pourrait y avoir des médecins qui viennent d'ailleurs, et qu'un certain Fred White, qui est anglais, se retrouve brutalement hospitalisé en 1996 pour un truc d'une extrême gravité, qui s'appelle un pneumothorax. Alors un pneumothorax, quand vous avez ça, si ça se passe mal, vous êtes mort. Et il a donc eu ça, il était très malade, il est un petit peu mieux, et évidemment, il a régulièrement des visites de médecins qui viennent contrôler son état. Et ce sera le cas un jour. Il va voir entrer un médecin qu'il ne connaît absolument pas, qui ne fait pas partie de l'équipe qui l'a soigné. Et ce médecin va pratiquer assez curieusement, rapide, précis, et contrairement aux autres, il a un matériel particulier. Au poignet, on pourrait penser qu'il a une montre, une très grosse montre, mais c'est pas une montre, c'est cet appareil qui va faire son examen. Il passe au-dessus du corps de l'homme cette montre qui n'en est pas une, et laquelle clignote, qui émet des lumières étranges. Et le médecin en question, pendant l'examen, discute avec le patient, Fred White. Fred White dirait qu'il avait un accent étrange, indéfinissable.
Et qu'en le regardant, ce médecin, il avait une impression de déjà vu. Le médecin lui parle de sa pathologie en lui disant « Vous inquiétez pas de souci, vous êtes guéri. » Alors, le gars se dit « Bon, très bien. » Il se demande comment, parce que la veille, ça allait pas fort encore. Et puis, puisqu'on a parlé de la pathologie qui est guérie, autant parler du métier de Fred White. Et Fred White est un informaticien qui travaille beaucoup sur l'informatique, sur les programmes et tout. Donc il va subir un interrogatoire assez précis de la part du médecin qui s'intéresse beaucoup à son métier. Et le médecin s'en va. Et notre White, à peine la porte refermée derrière l'homme, se rend compte qu'il est frais comme un gardon. Non seulement il est plus oppressé, non seulement il peut respirer normalement, mais alors, il a faim et il ira bien faire un tour. Il est en pleine forme. Ça ne lui est pas arrivé depuis des semaines. Et ça va vraiment surprendre l'équipe de médecins qui vont venir en visite et les infirmières. Ils vont se demander ce qui se passe parce que c'est absolument incompréhensible. On va lui faire repasser des tests, de nouveaux examens. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Normalement, on aurait dû trouver des traces de la perforation du poumon dont il souffrait. Et bien là, aucune trace, même pas la moindre cicatrice, l'homme est en parfaite santé, ce qui est absolument inconcevable. L'un des médecins dira « Votre poumon a repris une forme tout à fait normale, la déchirure qui s'y trouvait est guérie, nous n'avons jamais vu rien de tel. » Aux ufologues qui s'intéresseront à son cas plus tard, Fred White dira qu'il est persuadé que cette guérison inexplicable est peut-être due à une rencontre qu'il aurait faite 4 ans plus tôt, lors d'un week-end de Pâques de l'année 1962. Ce jour-là, l'homme pêchait. Tiens, encore un pêcheur. Et il pêchait près d'une rivière située près de Durban. Et il a pu observer de très près un engin doté de hublot qui est venu stationner vraiment très près de lui, en lévitation. Et derrière le hublot, il a aperçu un homme, tout ce qu'il y a de plus humain. Il se trouve que d'après son souvenir, eh bien, l'homme de l'hôpital était le même qu'il aurait aperçu derrière les hublots du vaisseau. Voilà. Donc tout ceci, ce sont des histoires dont on pourrait se dire « Oh là 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 là, comment oser raconter des histoires pareilles ?» Ah oui, sauf que le phénomène ufologique, c'est vraiment complexe, et celui des rencontres rapprochées, n'en parlons même pas. Parce qu'il y a tellement de choses étranges qu'on a du mal à y croire. Même moi, quand je dis ça, il y a des moments où je fais un peu, il faut quand même le dire. Mais en même temps, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me parler sur Facebook et qui ne sont pas des neuneux complets, des ahuris, des illuminés. Il y a des gens tout à fait sérieux qui m'envoient des photos aussi de ce qu'ils ont sur le corps comme traces des machins bidules. Et ces gens-là me racontent des fois des trucs. Faut le lire pour le croire. Et je me dis que, why not? Et je crois que plus je cherche, plus je me pose de questions et moins j'ai de réponses. Alors, parmi tout ça, il y a probablement des trucs amplifiés ou bidons. Mais je pense que majoritairement, j'ai fait un tri, j'ai quand même vérifié, autant que faire se peut, ce que je pouvais vérifier. Il y a quand même des choses qui sont tout à fait crédibles. Voilà. Et ne prenez pas au pied de la lettre tout ça, mais le cas des rencontres rapprochées, ça sera toujours une immense énigme. Je pense, moi, personnellement, que on voit des fois des choses bizarres, mais je ne serais pas du tout étonnée que ces êtres-là, dont on sait qu'ils ont des capacités psychiques extrêmement fortes pour vous vriller le cerveau, peuvent parfois, peut-être, vous faire prendre des vessies pour des lanternes, en vous faisant des scénarios et des trucs absolument impossibles, alors que c'est pas ça du tout en réalité. Hein. Mais le témoin, lui, voit ça. Et évidemment, quand il va raconter ça aux flics, à sa famille, à sa grande-tante, et tout ça, on va dire « Oh là là, t'as raison. Tu veux pas un petit comprimé, prends tes gouttes, ça ira mieux demain. » Ah oui. Mais je pense que ça fait partie d'une forme de contrôle mental. Voilà, ça n'engage que moi. Hein. Voilà.
Moi j'espère que ça vous a plu, vous avez passé un moment distrayant.